Alors, je vais parler de recherche de vulnérabilité sur les binaires Windows. Alors, en gros, j'avais fait quelques présentations il y a quelques années à la Nuit du Bac sur tout ce qui était recherche de vulnes en kernel. Cette fois-ci, je vais rester en userland. Je suis parti d'une problématique où le fuzzing, en gros, c'est compliqué. On va parler, j'ai expliqué après qu'est-ce que c'est que le fuzzing, quelles sont les problématiques qui y sont liées, tout ça. Mais le fuzzing, c'est compliqué, on ne sait pas trop vers où on va. Et il y a un gars, El Kamteuf, qui a réussi à résoudre pas mal de ces problèmes avec un outil qui s'appelle AFL. Donc, est-ce que déjà ici, il y a des personnes qui savent ce que c'est qu'AFL? Ok, bon, je crois que je vais réexpliquer ce que c'est. Si je fais CTRL L, ça passe? Ouais, super. Alors, recherche de vulnérabilité. Donc, en gros, j'ai reconnu un AFL-like, mais ça, j'en parle après. Alors, la recherche de vulnérabilité, qu'est-ce que c'est? Basiquement, il y a un certain nombre d'années, quand même, vraiment pas mal, on a envoyé des entrées en input, on avait une grosse black box, et le but du jeu, c'était de trouver des vulnes. Alors, au début, pendant longtemps, on a fait comme ça. Je vois encore des boîtes aujourd'hui qui vendent des appliances qui recherchent des vulnes et qui font comme ça. On cherchait juste à avoir un segfault. Donc, le segfault, c'est bien, mais le problème, c'est que même parfois, l'application récupère le crash et tout continue normalement. On a l'impression que tout va bien. Donc, ça, c'était pratique à un moment, mais ça a ses limitations. En gros, on était complètement en aveugle. On foutait les inputs. Et si à un moment ça plante, tant mieux. Le problème, c'est qu'on ne savait absolument pas si on fuzz de la bonne manière, si on fuzz des bons inputs et comment on les fuzz. Après, on est passé à un fuzzing un peu plus, entre guillemets, intelligent. On met un input, et suivant la sortie, on va identifier si la sortie doit être connue, si la sortie est légitime ou non. Typiquement, du Heartbleed, tout ça, ça a été identifié comme ça. On savait que la sortie qu'il devait y avoir, c'était ça. La sortie était beaucoup plus grosse. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et hop, on a des choses. Là, il n'y a pas de crash. Il y a juste un infolique ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu mieux, mais c'est pas... c'est bien, c'est bien. Alors, les problématiques qu'on a. Donc, la mutation du fichier. Alors là, j'ai considéré un fichier, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un trafic web, réseau, des paquets sur le système avec des ALPC, ce genre de choses. Ça peut être n'importe quoi. Donc, en tout cas, une donnée qu'on va faire muter. Donc, comment on la fait muter? Est-ce que ces mutations sont utiles? Si ces mutations sont inutiles ou s'ils sont utiles, on va pas forcément le savoir avec l'output. Un truc, par exemple, on essaye d'unpacker un programme, ça nous dit échec. Est-ce que c'est l'échec parce que le header était mauvais? Est-ce que parce que c'était le système de compression qui a pas validé, ainsi de suite? On n'a pas forcément l'information. Et admettons, on a accès au code source. Donc là, on va pouvoir faire plein de choses. Alors, si on a accès au code source, on va pouvoir, par exemple, sur l'algo suivant, qui va juste checker si le début du fichier c'est PNG, on va pouvoir voir des choses. Alors, on met que des A. Cette fois, donc, on passe. Alors, juste avec les A, on passe directement sur l'échec, donc on a rien du tout. Si on met la bonne lettre au début, on met un P, eh bien, on va arriver dans une nouvelle branche, mais l'output sera exactement le même. Donc au final, c'est bien parce qu'on a avancé dans notre programme au niveau du fuzzing, mais on n'a pas cette information. Donc ça ne sert un petit peu à rien au final. Concrètement, au niveau des basic blocks, au niveau assembleur plutôt algorithmique, là, on va avoir dans le premier cas juste le premier bloc qui va être exécuté et le dernier, et dans le deuxième, le premier et le deuxième, et qui reviennent vers le dernier, et on n'a pas notre printf youhou. Alors pour réussir à tracer un petit peu notre programme, on a plusieurs choix. Le premier choix qui peut être là, c'est ce qui se passe par exemple pour ceux qui font du reverse de malware ou ce genre de choses. Plein de fois, sous OLI-DBG, on peut dire vas-y, trace. Donc en traçant, il va faire du single step, et à chaque fois, sur le single step, on va avoir le debugger qui va prendre la main, qui va mettre le trap flag, qui va dire au process de l'autre côté, vas-y, exécute une instruction, trap flag arrive, ça repart vers le debugger, et ainsi de suite. Et ça, pour chaque instruction. C'est pas super top.
Parce que on va avoir énormément d'allers-retours, donc ça va pour une fonction qui n'exécute pas des milliers ou des millions d'instructions. Par contre, à partir du moment où on va commencer à avoir beaucoup d'instructions qui seront exécutées, ça va devenir très lent. Mais par contre, on aura un tracing et donc une identification du code couvert assez fin. Deuxième choix, c'est celui que j'avais fait il y a quelques années. Je m'étais codé en perso un outil pour faire du fuzzing en connaissant ma couverture de code. Je mettais des breakpoints sur tous les débuts de blocs. Donc, ce qui était bien, c'est que je fais pas du single step à faire aller-retour tout le temps. Je le fais que pour chaque bloc. Donc, si j'ai des gros blocs, c'est rentable. Mais les breakpoints, ça a quand même sa problématique. En gros, admettons le fuzzer et la target. On arrive sur un breakpoint. Donc, on arrive sur le CC. La target, trig le trap. Ça part en noyau. Ça revient jusqu'à notre process qui est le fuzzer. Le fuzzer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va patcher notre breakpoint pour remettre l'instruction légitime qu'il devrait y avoir. Puis, il va activer le trap flag pour pouvoir dire vas-y, exécute-moi l'instruction. Puis, il redonne l'exécution au process. Le process, donc, exécute l'instruction qui devait être exécutée à la place du breakpoint. Il y a le trap flag qui pop. Hop, on repart en kernel, c'est reparti. On revient dans notre debugger. Et à ce moment-là, le debugger repatch l'exé. Et après, il lui rend l'exécution. Ça nous fait quand même pas mal d'allers-retours, juste pour un bloc, un breakpoint. Donc c'était bien, mais pas top quand même. C'était assez lent, clairement, quand je le faisais, sur des petits programmes avec quelques milliers de blocs, ça allait, ça passait tout seul. Par contre, dès qu'il commençait à y avoir pas mal d'exécutions avec des centaines de milliers de blocs, c'était l'enfer, quoi. On considère qu'on a les sources. Donc en ayant les sources, on va pouvoir ajouter, entre guillemets, des debugs. Qu'est-ce qu'on fait la première fois qu'on code un truc et que ça plante? On met des printf partout et on voit jusqu'où on va, quoi. Enfin, si on fait ça, on va dire comme un étudiant, comme je fais, quoi. Donc, ce qu'on va faire, là, on va mettre des printf partout. Donc printf 1, 2, 3, suivant chaque étape qu'on peut valider. Admettons, on met tous nos A. Donc en mettant tous nos A, on va avoir en sortie 1. Donc là, on sait qu'on a couvert une solution. Reprenons le cas de tout à l'heure où on met un P en début. Et là, on va passer dans la branche suivante. On va faire printf de 2. Et à ce moment-là, on va avoir l'information 2 qui va sortir. C'est top, c'est ce qu'on voulait. On revient sur ce que je présentais au début avec l'identification de changements sur les sorties. On arrive sur une problématique qu'on connaît. Bon, les printf c'est bien, mais on va pouvoir peut-être un petit peu accélérer la chose. Donc ce qu'on va mettre, c'est une carte mémoire, une zone mémoire, on va appeler ça une bitmap, c'est ce que j'utiliserai jusqu'au bout. Et en gros, suivant le bloc qui est exécuté, on va mettre un point dans cette bitmap. En gros, notre bitmap, hop là, le code peut ressembler à ça. Donc cure location, c'est un random, j'utilise un short, donc un random de 2 octets. Et donc on va prendre ce point-là, qui est en aléatoire dans notre bitmap, et on va l'incrémenter. Concrètement, on a notre page qui est full à 0 au début, et après la première mutation, en haut à gauche, on voit qu'il y a un petit 1 qui est passé. Donc on sait que cette carte-là, ok, c'est la première exécution qu'avec des A. Maintenant, on va mettre un P, et là, on a un deuxième 1, donc il est milieu en bas à droite, qui va popper. Et on va avoir 2 cartes différentes, et on va pouvoir se dire, tiens, on a avancé, quoi, c'est cool. Maintenant, on va voir les quelques problématiques qu'il peut y avoir avec ça. Prenons l'exemple suivant, donc un petit algo. Il peut y avoir plein de façons de le couvrir, de couvrir son code, les 4 blocs. Donc on peut soit exécuter les 4 et revenir sur notre bloc de fin, ou bien on peut faire une boucle, ou encore on peut faire plein de fois la boucle et repartir sur l'autre branche.
À chaque fois, on a exécuté les 4 blocs, et ça va être difficile d'identifier quel chemin on a pu prendre à quel moment, surtout si on réexécute plusieurs fois ce programme-là. Comment savoir, est-ce qu'à un moment on est passé à droite ou à gauche, et ainsi de suite. On n'aura que des incrémentations. Donc on a de la couverture, mais c'est pas foufou quand même. Alors ce qu'on peut faire, c'est garder la relation entre les blocs. En gros, plutôt que garder juste ce bloc-là s'est fait exécuter, garder en mémoire ce bloc-là a appelé ce bloc-là. Ce qui va nous permettre de connaître nos changements de branche au niveau de notre code. Donc on récupère la current location, au début toujours, mais cette fois-ci, on va la XORer avec celle qu'on avait avant. Et résultat, on a un lien previous next, quoi. En gros, sur des bitmaps, ça nous donnerait pour la première bitmap, donc la première exécution, cette carte-là, la deuxième, grosso modo, celle-ci, et la dernière, avec 2 points, qui seraient plus chauds puisqu'ils aient été exécutés plusieurs fois. On garde les points chauds, tout simplement parce que c'est intéressant de savoir si on est passé une fois, ou 2 fois, ou 120 fois, ou 200 fois dans un bloc. Ça peut être intéressant, ça veut dire qu'en faisant muter des entrées, eh ben, on va avoir des comportements différents. Le problème de ça, c'est, admettons, on a un bloc qui loupe. Genre, cas très simple, un strlen. Et ben là, on a un petit souci. Parce que notre previous et notre next block, c'est le même. Donc qu'est-ce qui se passe quand on va XORer les deux? Et ben on va avoir toujours la bitmap, le point 0 qui sera incrémenté. Et là, on a l'air con. Donc ça, LCOMTOF a une bonne idée pour réussir à résoudre le problème. Ça va être tout simplement de prendre notre current location et de la shifter à droite de 1 bit. Donc on perd un tout petit peu d'entropie, mais au moins ça nous permet que si on boucle sur un même bloc, ça nous fera un point unique dans la map, et si un autre bloc boucle, ça nous fera un autre point unique. Et donc ça, c'est cool. Alors, AFL, donc comme je l'ai dit, c'est codé par LCOMTOF. Merci à lui pour tout ce qu'il a pu faire sur ce tool. Et je vous invite à lire la doc technique, elle est géniale. Là, je me concentrerai principalement sur la partie bitmap, parce que à mon sens, c'est ce qui fait la force d'AFL. Mais après, je vous invite à regarder les docs techniques, ils sont très bien expliqués, il y a vraiment tout, c'est top. Donc AFL, c'est bien. Énormément de bonnes idées, y compris au niveau du fuzzing, des méthodes de mutation, de la gestion des bitmaps, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et surtout, il a un excellent rapport entre la vitesse d'exécution et le tracing. En gros, le but du jeu, c'est de réussir à tracer le code en générant comme ça des bitmaps, ce qui fait que ça nous ralentit très peu le programme, et donc on va pouvoir passer beaucoup plus de samples et à chaque fois identifier des nouvelles mutations. AFL, voilà, désolé, c'est tout petit, mais j'avais pas vraiment le choix. AFL, ça marche, ça trouve des bugs. Là, c'est la liste des softs publics où ils ont trouvé des vulnes dedans. Alors, on voit certains softs privés avec de l'IDA, tout ça. Il y a plusieurs solutions à ça. Soit c'est les gars en interne qui ont fait tourner AFL dessus et qui ont dit ah ouais, on a trouvé une vulne sur tel truc. Ou soit c'est d'autres forks d'AFL qui marchent avec du PIN ou du QEMU par exemple. Il y en a un autre qui fait de la recompilation aussi. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il utilise, mais ça me reviendra peut-être. Mais le problème de tout ça, c'est que ça reste quand même très lent. Du QEMU, on a de l'émulation, quand même pas mal d'émulation, donc on perd pas mal de perf. Du PIN, on est obligé de JIT notre code à chaque bloc, ce qui est assez insane quand même. Donc, ça marche. Mais voilà, alors la problématique que j'ai, c'est que c'est pas sous Windows. Et comme je suis un Windowsien, et j'ai envie de fuzzer des outils sous Windows, j'ai un peu l'air d'un bonnet, quoi. Donc, sous Windows, je considère que j'ai pas les binaires aussi, parce que sinon c'est triché, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, la seule solution que j'ai trouvée, c'est on sort les doigts et on le fait soi-même. Alors, en gros, le raisonnement que j'ai eu, c'est, ok, on n'a pas les sources, par contre, on peut désassembler le binaire.
Ça, c'est simple. Enfin, ça dépend, mais souvent c'est simple. Et qu'est-ce qui est vraiment important dans notre code? Dans notre code, ce qui va vraiment être important, c'est pas forcément d'avoir toutes nos fonctions, sachant comment c'est, où est-ce qu'on passe, tout ça. Au final, au niveau logique, en assembleur, c'est déjà représenté par les blocs. Et donc, à partir du moment où on sait quel bloc est exécuté, on a la logique. Donc, on va se concentrer juste sur les blocs. En gros, on prend un bloc. Donc là, par exemple celui-là, on change le début. En gros, on va écraser le début du bloc par un jump. Et on va le faire sauter dans notre loader. Enfin, le loader, l'initialisateur, comme on a fait tout à l'heure. On voit l'algorithme qu'on a mis tout à l'heure, c'est ce que je remets là. Et à la fin, on retourne sur la suite du code à exécuter. Ce qui fait que si on arrive à faire ça sur tous les blocs, eh ben on pourra refaire la même chose qu'à FL. Mais cette fois-ci sur un binaire compilé sans avoir eu les sources. La seule étape qu'on aura eue, c'est de désassembler. En gros, on prend notre toto.txt qu'on refaisait, dans la .text, on va prendre une fonction. Là, j'ai pris une fonction au hasard. Et dans cette fonction-là, on va prendre un bloc. J'ai pris le dernier bloc. Ce dernier bloc, alors, je ne peux pas fuzzer les fonctions qui font moins de 5 octets. Tout simplement parce que c'est un jump long qu'on va devoir faire. Et un jump long, ça prend 5 octets. Donc, généralement, je suis à peu près à 80%, entre 80 et 90% de couverture des blocs. Donc, couverture du code, couvrir 90% du code ou 80%, j'estime que avoir quand même un bon aperçu de ce que j'ai réussi à faire muter. Alors, donc ce début avec le petit move EBX, EBP plus 8, on part sur le jump. On arrive donc sur notre petit stub. Alors notre petit stub, comment il se décompose? On va voir ici le random ID qu'on expliquait tout à l'heure. La grosse problématique que j'ai, alors et ça c'est ce que j'ai vu, il y a d'autres tools qui avaient essayé de faire des choses similaires sur du Linux, mais ils stockaient donc le previous ID dans une variable globale. Le problème c'est si on a deux threads. Si on a deux threads, la même variable globale, à chaque fois on va écraser le précédent, ce qui fait qu'on va complètement péter notre système d'index. Donc, perso, je me suis basé sur le TEB. Chaque thread a un bloc qui lui est, enfin un bloc des informations qui lui sont propres, et dans ce bloc-là, on a des zones mortes. À la fin, on a 0x10 octets qui sont une zone morte. Et donc je me suis dit, je vais l'utiliser, comme ça me permet de stocker mes infos et de pouvoir gérer le multithreading, ce qui peut être cool quand on veut faire des vrais programmes. Ensuite, en FFC, on a la previous location qui est stockée, donc qui est stockée par thread, et sur le suivant, l'adresse de la bitmap. Alors je mets l'adresse de la bitmap parce que dans mon programme, étant donné que j'alloue une bitmap en statique, j'alloue le process, puis je colle une bitmap quelque part, et le programme est compilé pour aller taper directement dedans. Donc ce que je fais pour être un peu générique, je récupère ça du thread que j'ai courant. Voilà, c'est juste un petit truc d'optimisation. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on récupère cet ID-là, on le XOR avec le previous, on incrémente le point de la bitmap avec le inc, byte, ptr, ex là, puis on shift le previous, le current location, et on le stocke dans le previous. Et c'est parfait. Comme ça, on a notre algo. Une fois que c'est fait, on exécute la fin de notre fichier. D'ailleurs, je me suis planté, c'était pas EBP plus 8, c'était EBP-4. Donc, move EBP-4, XOR EX, puis on ressaute sur la suite du bloc, et on a notre livrette. Ce qui fait que plutôt que débugger comme on faisait tout à l'heure avec plein de breakpoints, tout ça, là, on va pouvoir directement avoir des sauts dans notre programme. Le gros avantage, là, c'est qu'à aucun moment, on revient dans notre debugger. Ce qui est lent, on l'a vu, c'est les passages par le kernel pour que le debugger dialogue avec notre programme qu'on fuzz. Là, on est full process. Ça veut dire, à partir du moment où on l'a lancé, on a claqué la bitmap,
Le seul moment où on aura un retour du process, c'est soit qu'il a craché, soit qu'il a terminé son job. Ce qui sera beaucoup plus rapide. En gros, en vitesse d'exécution, je suis en gros 2 à 3 fois plus lent qu'une exécution normale. Ce qui, à mon sens, pour l'avantage de tracing qu'on a, est largement acceptable. Après, c'est mon avis. Par contre, petit détail, c'est les relocations. Parce que je ne veux pas fuzzer que des points exe, quoi. Je veux aussi pouvoir fuzzer des DLL. Mais les DLL, elles peuvent se charger à différentes adresses. Et donc, on a des relocs. Et les relocs, c'est casse-couille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la process a déjà une base de reloc. En gros, ça va nous poser problème si je remplace un push d'une adresse par un jump. Moi, je vais prendre le push, je vais me remettre chez moi, sauf qu'il y a une relocation qui peut s'appliquer, puisque l'adresse, elle peut changer suivant l'adresse, enfin suivant où sera mappée la DLL. Et donc, le petit truc qui m'a un petit peu embêté, c'est de recoder les relocs, parce que j'ai dû désactiver donc la table de reloc, la refaire pointer sur une nouvelle que je reconstruis à la volée, en fait. Donc, je régénère une table, je regarde, est-ce que j'ai fait bouger un truc qui était chiant, qui a été relogé, et à ce moment-là, je réapplique ça, mais de là où j'étais. Et après, ça fonctionne, et c'est super. Donc, à aucun moment notre point texte ne s'occupe de placer des points, contrairement à FL où lui il recompile complètement le programme. Nous, on va juste avoir notre section supplémentaire qui va placer nos points dans la bitmap. En gros, voilà ce que ça donne en différence sur IDA pour une fonction complète. IDA il nous le split en plein de blocs, c'est parce que les jumps, il les isole. Je sais pas pourquoi. Mais on voit bien la différence entre les deux. On voit que ça grossit, parce qu'en effet, il y a beaucoup plus d'instructions qui sont exécutées. Après, voilà, à un moment, on n'a pas le choix si on veut tracer. Alors, ce qu'on va faire, c'est donc fuzzer notre programme. Donc on prend un de nos samples, voire notre premier sample, et on l'envoie en entrée dans toto.exe. J'aime beaucoup fuzzer toto.exe. On l'exécute. On ne regarde même pas la sortie, on s'en fout. Dès que le programme a terminé ou a craché, on va considérer qu'il termine, on récupère la bitmap. La bitmap, on regarde, est-ce qu'on la possède déjà? Oui, non. Si on la possède déjà, ça veut dire qu'on avait déjà un input qui faisait exactement la même génération. Donc, ce sample-là, il n'est pas intéressant, on choucroute. Si par contre, cette bitmap-là, on ne l'avait pas avant, ça veut dire qu'il a fait quelque chose de cool. Il a fait une exécution, il a modifié la logique d'exécution du programme avec quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et ça c'est glop. Donc là, on garde la bitmap et on garde également le sample. Concrètement, je garde aussi un lien entre la bitmap et le sample. On va y arriver juste après. Donc ça, c'était ma première bêta, la première bêta que j'avais faite. Ça tournait bien, j'avais plein de samples, plein de bitmaps, c'était génial. En gros, voilà concrètement sur quelques heures d'exécution, je ne sais plus sur quel programme, la bitmap qui était la moins couverte et la bitmap la plus couverte. Donc on voit, et c'est vraiment ça, c'est juste passé en BMP quoi. Donc on voit clairement la différence de couverture de code qui peut être faite. Alors là par contre il y a d'autres problèmes. C'est à un moment, sur des gros programmes, au bout de pas mal de fuzzing, on va avoir plein de bitmaps et plein de samples. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fuzz? Quand on a 1000 bitmaps qui ont été générés, laquelle on prend pour fuzzer? Parce que ça se trouve, il y en a plein qui sont très proches. Et comment identifier celles qui peuvent être intéressantes? Ça, c'est un vrai problème, quoi. Parce que si on fuzz en random une fois sur 1000, on n'a pas fini, quoi. Et essayer d'éviter de fuzzer des zones mortes. Il y a des zones dans notre code où on va pouvoir les faire muter autant qu'on veut. Genre, par exemple, on a juste une box avec du texte. On a beau faire muter notre texte comme on veut à l'intérieur, on s'en fout. Il sera toujours affiché de la même façon et ça changera pas l'exécution de notre DLL. Donc ça, on va essayer de minimiser les accès et les mutations dans cette zone-là. Alors ce que j'ai fait, c'est un système de scoring. On prend donc la bitmap, je fais une bitmap en gros générique. Alors sachant que j'ai une graduation de 6. Quand mon sample sort, je gradue la couleur des points en 6 niveaux, pour pas en avoir 256. C'est purement pour des questions de perf.
Et donc j'ai 6 bitmaps de 1000 points à la base. Dès que j'ai une bitmap qui sort et qui me couvre des points, je décrémente l'importance de ces points-là. Donc là, on voit qu'il y a 2 points qui ont été utilisés, et donc ces 2 points, je fais -1. Ça va permettre de pouvoir gérer l'importance de nos bitmaps et l'intérêt. Par exemple, sur ce même exemple, on va donc avoir toute notre bitmap là qui a été décrémentée. En fait, chaque point possède la liste de toutes les bitmaps qui l'ont utilisé. Donc dès que je décrémente un point, je décrémente toutes les autres bitmaps qui ont pu utiliser ce point-là. En gros, ce que ça va me permettre de faire, ça va me permettre de donner moins d'importance à toutes les bitmaps. Hop là, je regarde vite fait. Ouais. Ça me permet de donner moins d'importance à toutes les autres bitmaps qui ont pu utiliser ce point-là. Puisque un point, c'est une logique d'exécution. Et donc, si jamais je fudge 2 programmes qui ont 2 bitmaps différentes mais des points en commun, bah, en faisant le premier ou le deuxième, potentiellement, je peux faire muter ces points-là. Donc c'est comme si je faisais les deux ou je les faisais toutes. Et résultat, dès que j'ai une nouvelle bitmap qui va arriver et qui me couvre du code que j'avais pas fait avant, il va arriver sur des points qui seront entre guillemets chauds, qui seront encore à 1000, et elle va prendre beaucoup plus d'importance au niveau du scoring. Et plus je vais la fudger, plus ces points vont descendre, et plus les autres vont potentiellement remonter. Ce qui nous donne, en gros, là j'ai une liste, donc j'ai gardé le top 5, une liste de scores à gauche. Quand une nouvelle mutation a eu lieu, j'ai une nouvelle bitmap qui arrive et elle est en top score parce que elle a des points que les autres n'avaient pas. Et tout ce cumulé, ça donne quelque chose de plus important. Également, si jamais à un moment je fudge mon programme et qui couvre très peu de points, mais qui ne sont pas utilisés par les autres, c'est pas super intéressant quand même. Et résultat, elle va avoir un faible score et elle va passer derrière. Par contre, comme on va beaucoup fudger les autres, au fur et à mesure, tous leurs points vont remonter, mais pas celle-là. Résultat, à un moment, elle va se retrouver en première. Et comme ça, on va dire que je gère un petit peu de façon plus intelligente, mais ça me peut la fudger. Au-dessus du moins, j'essaie d'optimiser mon fudging. On a également la possibilité qu'une mutation repasse au-dessus, comme là par exemple. Les points ont été décrémentés, mais celle-ci était plus importante, enfin avait des points plus uniques, plus importants, et résultat, les autres ont été decreased. Elle avait moins de points en commun, résultat, elle est passée au-dessus au niveau du scoring. Et pour minimiser les espaces fudgés et essayer d'éviter les zones mortes, ce que je fais, c'est que à chaque fois que je fudge un point, donc en gros mon fudger est intégré à mon générateur de bitmap, et ce qui fait que dès que je vois un nouveau point, une nouvelle bitmap, je sais quel offset j'ai fudgé en entrée, et cet offset-là, ça veut dire qu'il m'a donné une mutation. Donc cet offset-là, je le prends, je le mets dans une liste. Et après, une fois sur deux, 50% du temps, je prends un point au hasard dans cette liste-là, et je le fudge. Résultat, à partir du moment où on a une mutation, potentiellement, ça veut dire que ce point-là, il génère ça peut être du switch case, ce qu'on veut, il génère des choses intéressantes, et donc il va être réutilisé plus souvent pour pouvoir fudger. Et résultat, on minimise nos zones mortes. Sachant que 50% du temps, on est en random, donc potentiellement, on peut aussi retomber sur ces points-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on donnera plus d'importance à ces points. Donc dans la vraie vie, ça marche. Alors là, il y a un petit point que j'ai pas parlé. Vous voyez des points blacklistés. En gros, un programme, vous pouvez le lancer 2 fois, il n'aura pas les mêmes logiques. Tout simplement parce qu'il peut utiliser des fichiers temporaires, il peut faire plein de trucs, et il va donc générer des bitmaps différentes. Au début, lors du premier lancement, je lance 4 fois le programme avec le même input, et je compare les bitmaps. Et les points qui sont différents, je fais OK, ça dépend pas de mon entrée, donc je les blacklist, et voilà, là par exemple, donc j'avais 7 points qui étaient blacklistés. Au bout, ça j'ai lancé ça hier au boulot, j'ai essayé de tourner ça je crois pendant 2 heures. Donc j'avais 10 000 mutations qui avaient été faites, et elles ont généré 148 bitmaps uniques et 426 crashs, donc 3 uniques. Donc là je l'avais fait sur UPX, une vieille version, c'est celle que j'avais sur mon poste, je sais pas si les vulnes sont toujours d'actualité, mais à la limite c'est pas vraiment l'important. Et si on regarde, en fait, ça venait d'un MoveDX ECX plus E, peut-être.
ouais, on va dire eux, qui donc déréférençaient. Donc dans la vraie vie, ça marche. Là, je l'ai fait sur UPX parce que bah voilà, j'ai fait ça vite fait hier en partant, mais j'ai déjà fait tourner sur d'autres programmes, genre du IDA, tout ça. En plus, IDA, l'avantage c'est que c'est très modulaire, donc j'ai pu faire typiquement les composants qui m'intéressaient. Et il y a des trucs bien marrants, quoi. Donc je vous invite à, à regarder, à refaire la même chose. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, donc j'ai rajouté juste quelques slides bonus, et en fait, il ne me reste plus de temps. Ce que je vais vous présenter, j'ai pas terminé. Je voulais le terminer hier soir, mais je me suis tapé quelques tout petites contraintes qui ont fait que j'ai pas terminé. Mais je vous donne les pistes si jamais vous voulez implémenter la chose. Le but du jeu, là, à chaque fois, je relance un process. Donc à chaque fois, je perds du temps. Le process se crée, je balance mon input, il fait sa vie avant, tout ça, il fait sa vie après. Ce qui serait intéressant, c'est de passer de fuzzer à partir d'un état et de faire entre guillemets du in-memory fuzzing. Un bon exemple, enfin une bonne target, c'est les browsers. Parce que en JavaScript, on va pouvoir faire notre truc et fuzzer comme ça notre sample. Donc le problème, c'est qu'avec AFL tel que je l'ai fait là, ça marche pas trop bien. Parce que déjà, quand on lance par exemple un Internet Explorer, il relance autre chose qui s'occupera de JavaScript, enfin un IExplore.exe qui sera sandbox, tout ça. Donc, il faut développer un autre tool spécifique, mais la logique au niveau de la gestion des bitmaps sera la même. Alors voilà quelques pistes si vous voulez le faire, c'est juste du bonus. Hein. C'était pas prévu, mais je me suis dit, bah, tant mieux si je peux en parler. Alors, on a notre WinAFL browser qui va lancer Internet Explorer. Internet Explorer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hooker NT create user process. On va mettre un breakpoint dessus. C'est l'API qui sera utilisée pour créer le process sandboxé. Ah, c'est bien, j'en vois qui prend des notes, c'est cool. Puis on va le runner. On va attendre que ça arrive dessus. Il n'y en a qu'un seul, normalement, qui est trigué. Une fois qu'on arrive dessus, donc notre NT create user process est trigué. Ça veut dire qu'il va créer la sandbox. À ce moment-là, on émule en step by step jusqu'à arriver au syscall ou call. Enfin, normalement c'est un syscall, mais ça dépend si vous utilisez Imet ou pas. Moi j'utilise Imet, donc c'est un call. Puis il va lancer donc la sandbox. À ce moment-là, il a créé en suspend, donc ça c'est super cool pour nous. On peut se rattacher en debugger dessus. Puis on hook LDR load DLL qui charge de charger les fichiers DLL de nos librairies dynamiques. On map notre bitmap en mémoire, on le run. La sandbox à un moment veut loader une DLL, donc une DLL qui est légitime. À ce moment-là, nous on récupère, on fait une comparaison. C'est sur en 0xC normalement, il y a une structure avec une structure, c'est juste un Unicode. Et donc on va voir le nom de notre DLL. Si c'est celle qu'on veut hooker, et dans ce cas-là, on réalloue une nouvelle adresse de DLL. Enfin, quand on ferait de l'injection de DLL ou quoi que ce soit, on renvoie un nouveau nom pour remplacer. Et à ce moment-là, il va charger notre toto.dll à la place et il va l'utiliser. Pour communiquer avec notre browser, on va s'ouvrir un port. Et on va balancer un sample au browser en disant tiens, vas-y, fuzz-moi ça. Donc si c'est une image, par exemple, tiens, voilà le JPEG, fuzz-le. Le browser, il le fuzz, il génère. Puisqu'on veut fuzzer juste notre DLL là, elle va générer nos points dans la bitmap. Puis le browser va dire c'est bon, dude, j'ai fini. La JPEG s'est affichée. Ok. Notre fuzzer récupère la bitmap. Et au même titre que tout à l'heure, il regarde si elle est dans la liste des bitmaps, blablabla. Il va derrière wiper la bitmap du côté browser pour refaire comme si on partait à 0. Et il renvoie le nouveau sample à fuzzer au browser. Et résultat, on revient quasiment dans le schéma de tout à l'heure, sauf qu'on sera beaucoup plus rapide parce qu'on n'a pas les initialisations à faire et tout ce qui va autour. On fuzz juste le cœur qui nous intéresse. Et donc, voilà. Bon.